Vincent Body Expert ou sex-elite.com. A priori, mon degré de confiance à ce stade-là, avant de l'avoir entendu parler, est plus proche de 0 que de 10, a priori. 42 300 abonnés, 42 000 semble être le chiffre auquel plafonnent les coachs en séduction. Donc je pense qu'il y a 42 000 incels en France qui vont sur toutes ces chaînes, les unes après les autres. Donc, il fait une vidéo qui s'appelle Tinder and Sex, ma méthode pour trouver facilement des plans cul. Il n'y en a aucun qui va jamais parler de la relation amoureuse, hein, c'est fou. Hein. C'est fou, quoi. Et donc voilà, donc Vincent, donc c'est un Tchad, bien évidemment, un giga Tchad même. Je ne sais pas s'il a eu plus de 457 relations sexuelles, et donc s'il bat Fabrice. N'empêche que, bah voilà, il a de la barbe, donc Tchad. Il se filme en extérieur, un peu comme Antoine Goya, d'accord? Ça fait un premier point commun avec Antoine Goya, un deuxième avec la barbe, peut-être un cousin. Et puis, bah, il a quand même un site qui s'appelle sex-elite.com. Et excusez-moi, mais il me semble que vous n'avez pas de site internet qui s'appelle sex-elite.com. Donc j'apprécierais que vous arrêtiez de juger les gens avant d'entendre leur discours, ok? Et qu'on leur laisse une chance. Donc Tinder and Sex, ma méthode pour trouver facilement des plans cul. Allez, on y va. Ah non, attendez, je vais vous dire pourquoi je laisse pas Antoine en dehors de ça. Antoine est en train de faire son cuck sportif, là, son mal alpha, en disant ouais, l'été prochain, on va sur Twitter, on va tellement se faire un ultra trail de 200 km, machin. Donc ses copains disent d'accord, moi j'envoie une petite vanne en mode bon bah les mecs, les mal alpha, on se calme, hein, je veux dire, c'est pas un concours. Et il crée un groupe WhatsApp avec les gens qui font le trail et il me met dedans. Et il me dit, en fait, Stéphane, t'es dedans, point barre. Je lui dis, mais comment ça, je suis dedans? J'ai pas envie de marcher pendant 200 km en pleine montagne avec des mecs ultra entraînés, avec Geek and Fit et je sais pas quoi. Ou alors, je me mets sur les épaules de Paduring et je lui tiens les moustaches pour avancer. Enfin, c'est hors de question. Et donc, je me retrouve embarqué dans ce truc-là. Les dates, on est en train de les fixer. Je vais me retrouver à devoir courir 200 bornes. Il va falloir que Gaïs y fasse un super programme de remise en forme. Parce que je suis absolument pas prêt pour marcher 200 bornes dans une montagne en Norvège. Je vous le dis à l'avance. Oh là là, j'ai vraiment peur. Donc non, je le mets pas en dehors de tout ça. Hein. C'est vérité. Salut tout le monde, c'est Vincent Body Expert, l'escort boy aux 1400 clientes. Beaucoup d'hommes vont sur des 1400 clientes, d'accord? Voilà. C'est un chiffre. Il est donc escort boy. Bon. C'est ce que je pense de la prostitution. On va pas revenir là-dessus. Peu importe. applications de rencontres telles que Tinder pour trouver des plans cul, des aventures d'un soir, etc. afin de passer un moment torride sans pour autant chercher à développer une histoire amoureuse. Néanmoins, nombreux sont ceux qui ont des difficultés à trouver des partenaires recherchant uniquement du sexe lorsqu'elles sont pourtant légion sur ces plateformes. Par conséquent, pour optimiser votre potentiel d'attractivité auprès des femmes sur ces plateformes en ligne et générer plus facilement des rendez-vous de baise, je vais vous expliquer 2 clés primordiales. Ça commence mal, hein, déjà, hein, la femme, l'objet sexuel, tout ça. Enfin, il y a tellement de trucs à redire au départ. Mais j'avais tellement déjà dit dans toutes les autres vidéos de la chaîne que je vois pas très bien ce que je peux rajouter là-dessus, quoi. C'est vrai qu'il a un peu la voix de Sandoz, ouais. Qui sont le fonctionnement d'une application de rencontre et l'attitude à adopter face à des femmes qui recherchent du sexe. Mais comme d'habitude, avant de développer le sujet, je vous informe qu'une formation sur le sexe pour atteindre une performance de professionnel est... Mon Dieu, que c'est laid, pour commencer. Que c'est sexiste, misogyne, c'est ringard comme pas permis. Il doit vendre ça une blinde, encore un boutiquier. C'est des copier-coller ces mecs-là, ils ont trouvé un bon filon. Hein. Oh là là, non mais non, je vous montre pas de porno sur la chaîne, c'est hors de question. Pauvre type. Hein. Ah, je suis déjà fâché contre lui, quoi, avant même de savoir ce qu'il a à raconter. Disponible sur mon site sex-elite. Oh là là, pour les femmes, bien savoir branler, faire la meilleure fellation, prendre du plaisir avec l'anal. Oh là là, en plus de ça, enfin, c'est la culture du viol, ça. Réussir son plan à 3. Oh, ça me fatigue. Sex-elite.fr est dispo. C'est-à-dire qu'on a accès à ces formations gratos, à ces PDF. Fin de la parenthèse, et c'est parti. Pour commencer, la vente et le sexe en ligne fonctionnent de la même manière, c'est-à-dire par la mise en avant d'une image et d'un texte pour un produit ou une personne. Mais dans un marché ultra concurrentiel sur Internet, toute votre attention et la présentation de votre fiche doit se tourner sur une seule question. Comment donner envie à une femme de baiser plus avec vous qu'un autre? Et c'est là où il va falloir... Oh, mais ce mythe des femmes hypergames qui cherchent que du cul et qui vont choisir que 1% des hommes et donc on est en concurrence les uns avec les autres en permanence. Mais soyez vous-même, soyez bien dans votre peau. Présentez un profil dans lequel vous avez l'air bien dans votre peau, présentez vos centres d'intérêt, parlez-vous de manière simple, expliquez sans détour ce que vous recherchez. Si vous recherchez une relation courte, vous le précisez. Si vous cherchez une relation longue, vous le précisez. Vous arrêtez de manipuler tout le monde, enfin bref. Ah, on peut créer sex-elite.fr. Ah, on peut créer .fr. Oh le troll, je réserve le nom de domaine et c'est là-dessus que je mets mes PDF pour apprendre aux gens à se comporter correctement avec les femmes. La réussite... Ah non mais c'est ça Morgane, c'est exactement ça, ça n'est que ça, c'est répugnant. Ou cuckelite.com, c'est possible aussi.
3 niveaux. Tout d'abord, une plateforme de rencontre en ligne fonctionne en termes de niveau de clic, qui comprend le niveau 0 lié à la photo profil, le niveau 1 lié à l'annonce textuelle et le niveau 2 lié à la prise de contact. Par conséquent, il va falloir que vous optimisiez votre fiche par rapport aux 2 premiers niveaux afin d'obtenir le meilleur taux de réussite. Niveau 0, la photo profil. Ce niveau correspond à l'apparition de votre photo profil à côté de celle d'une multitude de concurrents, soit sur la page d'accueil, soit parmi les matchs que vous avez effectués. Pour l'instant, vous ne faites qu'apparaître et il n'y a pas eu encore de clic sur votre fiche profil. Donc si votre photo est accrocheuse, vous allez générer un clic et augmenter vos chances d'être contacté. Et à l'inverse, si votre photo n'est pas suffisamment attractive, vous serez éliminé sans même que la personne sache si vous correspondiez ou non à ses attentes. Bravo, quel conseil original, hein, soigner la photo profil sur un site de rencontre. Félicitations Vincent, bah, j'espère que tes formations, on apprend des choses comme ça à répétition. Bah, son CV, la seule chose qu'il a présenté de lui, Rolf, je jure que c'est vrai, c'est ce qu'il a dit au début, c'est j'ai eu 1400 clientes en tant qu'escorte, c'est tout. Ah bah c'est gentil, merci Freaky Levy, c'est absolument adorable. Par conséquent, l'objectif numéro 1 et le plus important est de bosser la photo de profil pour passer le premier critère de sélection. Rappelez-vous précédemment, la vente et le sexe en ligne sont identiques. Votre photo, c'est le packaging produit. Elle doit se différencier des autres par son format, sa couleur. Bonne soirée 16, merci d'être passé. Bah oui, attention, parce que s'il y a de l'incitation à la prostitution, c'est un délit en France, hein, qui est passible de très cher, on l'avait vu la dernière fois. Hein. Bref. Votre posture, votre attitude, l'environnement ou autre. Donc n'hésitez pas à analyser les photos des hommes concurrents pour être radicalement différent d'eux. Pour se démarquer, il faut faire ce que personne ne fait. Juste avec la première photo profil, vous devez réussir à accrocher le regard de l'utilisatrice qui recherche un plan cul, l'interpeller, lui transmettre un premier message sur les qualités ou compétences que vous dégagez et faire interrompre son défilement automatique de tous les candidats afin qu'elle clique sur vous. Autre point, nos chères demoiselles consultant essentiellement les applis sur smartphone, oubliez les photos en plan large, de loin où l'on voit mal et privilégiez des photos portrait ou plein pied. Maintenant, nous allons passer au message que vous transmettez à travers votre photo. Pour augmenter votre potentiel d'attraction, privilégiez une photo où vous êtes actif et non inactif. La différence d'impact entre les deux est très différente, car instinctivement, une femme se projettera plus facilement de baiser avec un homme qui est dans l'action que l'inaction. Par ailleurs, les femmes qui recherchent du sexe privilégient aussi des hommes inspirant la force, synonyme dans leur esprit d'une garantie ou d'un gage de qualité pour la baise. Cela leur assure que leur prétendant sera dynamique, bestiale et que les sensations seront maximales. Mais attention à ne pas confondre. Bestial, mais arrêtez avec votre vocabulaire de la violence quand il s'agit de sexe, arrêtez avec ça, hein. Vous êtes des dangers. Force et beauté musculaire. La force est propre à l'homme, tandis que la beauté est propre à la femme. Autant une femme sera attirée par un homme qui reflète une image de force à travers un travail, une activité manuelle ou physique et autres, qu'elle sera repoussée si elle voit un homme copier son mode de séduction en mettant en avant sa beauté corporelle, ses abdos, etc. Les femmes ne se projettent pas de baiser avec une mannequin défilé de mode ou un homme au comportement d'ado. Elles se projettent à baiser avec un homme au comportement d'homme. Niveau 1, photos supplémentaires et annonces textuelles. Ah non, aucun terme n'est défini. C'est de l'essentialisation. Les femmes, elles cherchent. Et machin. C'est nul. Mais comment il peut avoir 42 000 abonnés? Il n'y a rien là-dedans. Il n'y a rien, c'est nul, c'est creux. Parce que si le truc c'est de dire les personnes attractives physiquement attirent plus de personnes que d'autres, mais sans blague Vincent, qu'est-ce que c'est que cette la palissade? Le niveau 1 correspond au premier clic sur votre photo, faisant basculer les utilisatrices sur votre fiche personnelle avec vos autres photos et votre annonce textuelle indiquant la nature de votre recherche. Pour les autres photos, inutile d'en présenter des très travaillées et des accrocheuses. Juste garder le principe de transmettre une image virile et active. Du côté de l'annonce, celle-ci doit être tout aussi travaillée et attractive que la photo de profil pour susciter l'envie de vous contacter. Dans le cas contraire, les femmes... Follow Nuni, elle dit un truc qui est très vrai, et je te crois sur parole, en disant les mecs qui se vendent, qui font que se vendre, on les repère vite. Bah oui, oui, oui. Soyez sincères, créez un profil sincère. Parlez de vous en quelques lignes. Voilà, on a la possibilité sur un site de rencontre, qu'on n'a pas dans la vie de tous les jours, de choisir la première impression qu'on va faire. On a cette possibilité. Donc il faut le réfléchir. Et moi je suis assez d'accord quand il dit il faut avoir un truc un peu original, pas forcément sur la photo. Pour moi la photo n'est pas à titre personnel si importante que ça. Moi j'ai pas des photos particulièrement attractives sur les profils de sites de rencontre quand j'y vais. Par contre j'ai une description que j'essaie de faire sortir de l'ordinaire et ça fonctionne. Mais puis dessus je suis sincère, j'explique exactement pourquoi je suis là, qui je suis, enfin les choses qui m'animent, etc. Et puis voilà, je suis tout à fait sincère sur le fait que je n'ai absolument aucun intérêt à rechercher des relations courtes, parce que ça ne m'enrichit absolument pas. Puis voilà, soyez juste honnête, rentrez dans une vraie relation, rentrez pas dans une domination, rentrez pas dans une manipulation, soyez sincère. Qui est-ce que vous êtes? Pourquoi on vous apprécie au quotidien? Quelles sont les qualités qu'on voit en vous? C'est tellement simple pourtant. Salut Collide. Ne vous contacteront pas. Votre annonce doit être rédigée en fonction de votre cible. Et sur les applis de rencontre, il y a 3 catégories de femmes. La première catégorie... Ah, maintenant il y a 3 catégories de femmes. Les gars, il va falloir que vous vous décidiez. Hein. est celle des femmes qui veulent seulement une relation sérieuse et fuient les plans cul. La deuxième catégorie est celle des femmes qui sont ouvertes aussi bien à une relation sérieuse qu'à un plan cul. Et enfin, la troisième catégorie est celle des femmes qui recherchent exclusivement du sexe. Si je te disais, Vincent, qu'il y a beaucoup plus de catégories de femmes sur les sites de rencontres, beaucoup plus, parce que toutes les possibilités sont dans la nature, qu'il y a aussi des femmes comme des hommes qui, après une rupture amoureuse, perdent totalement confiance en eux et en elles et ont, je sais pas, besoin de se sentir attirants. Qu'il y a aussi des personnes qui sont sur les sites de rencontres, merci pour l'abonnement, DimQ.
Parce que bah on se sent seul dans nos vies et qu'on a besoin de parler parfois avec des gens et que les gens autour de nous sont pas forcément disponibles, n'ont pas forcément tout le temps du monde à nous consacrer. J'ai toutes les possibilités possibles en fait. Affirmer il y a 3 types de femmes, c'est bête. C'est de l'essentialisation, c'est bête. Je connais pas Atypicou, non, ça me dit rien. Notez également que les touristes présents sur ces applis sont d'excellents choix. Étant de passage, elles s'inscrivent très souvent pour s'amuser avant de repartir dans leur pays. Donc il est très intéressant de savoir parler anglais pour conclure des rendez-vous de baise avec. Maintenant que vous connaissez vos cibles, il va falloir rédiger une annonce spécifique. Vos cibles, non mais c'est le vocabulaire de la chasse quoi maintenant. Pour être efficace en vous adressant aux 2 catégories qui recherchent du sexe. Si vous ciblez toutes les catégories, donc tous les publics, avec une annonce générale et passe-partout, aucune femme ne se reconnaîtra dans votre annonce et vous n'aurez pas ou peu de retours. Autre point concernant l'annonce textuelle, les femmes aiment les hommes qui assument. Alors ne faites ni le timide, ni celui qui fait à moitié semblant de rechercher du sexe. Plus vous assumerez votre recherche, plus vous serez attractif auprès des femmes qui recherchent du sexe. Bon là-dessus par contre je peux lui donner tort, il y a un moment donné où il faut arrêter de manipuler les gens à tout va. Vous voyez, quand Stéphane Edouard dit dans ses formations qu'il faut avancer masqué, qu'il ne faut pas dévoiler ses intentions, c'est de la pure manipulation. Là-dessus, je suis plutôt d'accord avec Vincent. Il y a un moment donné, si vous cherchez à vous envoyer en l'air, vous le dites, quoi. Vous n'allez pas créer de l'espoir, vous n'allez pas happer une femme qui, elle, je sais pas, a besoin de connecter dans sa vie avec quelqu'un. Parce que c'est important pour elle de connecter, simplement pour la traiter comme un objet sexuel et ensuite vous en débarrasser. Donc là-dessus, je suis plutôt d'accord. Toutefois, attention à votre style d'annonce. Les femmes fantasment de baiser avec un performeur, un aventurier, mais pas avec un mort de faim, un lourdeau, un débutant ou un timide. Rédiger une bonne description qui soit attractive demande du temps, peut-être 30 minutes ou 1 heure. Cela peut paraître long, mais le taux d'efficacité sera nettement plus élevé avec un texte travaillé qu'avec un texte sans saveur rédigé en 5 minutes. Alors commencez par vous présenter en indiquant qui vous êtes dans le domaine du sexe, ce qui va être important pour déterminer votre niveau. Car je rappelle qu'une femme qui recherche un plan cul recherche avant tout de la performance, donc un homme laissant transparaître un certain niveau. Par conséquent, une accroche que je trouve intéressante par exemple c'est « Bonjour, je m'appelle Untel, je suis libertin depuis 2 ans, 6 ans ou plus, et je viens chercher de nouvelles partenaires talentueuses. » Donc déjà, pour Au secours. Au secours. Il y a quelqu'un, je suis sexe niveau 12, dit le Mon Crabe. Il y a quelqu'un qui, peut-être que je me trompe, encore une fois, voilà, vous me dites hic, l'angoisse, on est d'accord, du mauvais ça, de Simon, on est d'accord, ça vous fait tout fuir, quoi. Donc ok, très bien. Pas besoin de vous demander de vous concerter, à tout le monde a peur de ça. Première phrase, j'ai indiqué mon statut libertin, même si je ne le suis pas, mais il va transmettre 4 informations. Et voilà, encore une fois, voilà. Libertin, même si je ne le suis pas. Mais pourquoi mentir? Pourquoi manipuler en permanence? Pourquoi tout le temps concevoir la relation avec une femme comme un truc de domination, de mensonge? Vous êtes fatigant, en fait. Vous êtes vraiment fatigant. Je suis là pour du sexe, j'ai un statut synonyme d'expérience qui peut être renforcé en indiquant le nombre d'années. Salut Isex, bah écoute, sois le ou la bienvenue sur la chaîne. Je suis très content que tu sois avec nous en live, là, ce soir. J'espère que le live va te plaire. J'ai une abondance de partenaires, donc je ne suis pas en position de faiblesse et de misère sexuelle. Et enfin, j'assume mon statut, signifiant que je fais preuve d'assurance. Et en plus de cela, la petite cerise sur le gâteau, je flatte l'ego de la lectrice qui va se projeter parmi les partenaires talentueuses. Donc voilà toutes les informations qui sont indiquées stratégiquement en une première phrase. Bien entendu, cette phrase d'accroche n'est qu'un exemple, et ce n'est pas l'exemple que vous devez retenir, mais son principe. Ensuite, développez votre annonce en indiquant vos compétences et vos attentes concernant votre partenaire. Vous ne recherchez pas un plan cul pour baiser, car vous êtes déjà dans l'abondance. Vous recherchez un plan cul qui sache baiser, et ça c'est plus rare. À ce moment-là, vous inversez le rapport de force. C'est l'homme qui sélectionne et non la femme. Donc rédigez un petit... J'espère que ça vous choque quand vous entendez rapport de force quand on parle de rencontrer quelqu'un. Moi, je baisse les bras, mais je baisse les bras, ce truc-là. Non, faut pas que je baisse les bras, au contraire, il faut continuer ces contre-discours, mais voilà quoi, la femme comme objet sexuel, la relation comme une performance, la manipulation par des choix de mots qui correspondent pas réellement à ce que vous êtes ou je sais pas quoi. Bref, ouais, c'est l'entretien d'embauche exactement. Bon. Petit paragraphe séduisant et accrocheur présentant vos talents et vos compétences, tels que votre endurance, votre dynamisme, etc. Puis indiquez que vous... Papatino, il a raison, il dit bah maintenant, s'il y a des personnes qui regardent cette vidéo et qui lisent le chat en même temps, vous voyez ce type de bio, vous savez d'où ça venait, d'où ça vient. Donc voilà, vous voyez, ouais, c'est de la domination, c'est ça. C'est la relation de violence, quoi. Vous cherchez une nouvelle partenaire créative, capable de vous surprendre et d'être aussi endurante que vous. Le fait d'axer la communication... Ils ont une bonne vision d'eux-mêmes. Hein. Mais oui, vous êtes des bons baisers, sois rassuré, tu es extraordinaire, Vincent, voilà, sois rassuré, ok? Ah là, ils sont en insécurité, ces types. Sur un niveau de performance plutôt élevé va être très attractif auprès des femmes qui recherchent un plan cul, car ça va les rassurer et les conforter dans l'idée que la baisse sera dynamique et virile. Et la dernière étape pour conclure votre annonce... Une baisse dynamique et virile. Quel enfer. Dans la tête, quand j'entends ça, j'entends imposer des pratiques à une partenaire dont elle n'a pas envie. C'est ça que j'entends. Je les ai trop entendus parler de leur relation sexuelle, les coachs en séduction et les incels et compagnie, pour ne pas être extrêmement inquiet quand j'entends ce genre de discours. Rédiger une courte phrase toujours attractive pour inciter à la prise de contact via la messagerie. Niveau 2, la prise de contact. Le niveau 2 correspond au clic final du contact. Si votre fiche profil est bien optimisée et qu'elle sait répondre aux attentes des femmes recherchant un plan cul, alors soyez certain qu'elles vont cliquer sur vous contacter. Mais lorsque celles-ci vont débuter une conversation, c'est dans un premier temps pour vérifier que vous êtes bien un pro du sexe et non un affabulateur. Donc lors de la conversation, vous devez garder cette... Et non un affabulateur.
Parce que jusque-là, il n'y avait aucun red flag. Hein? Image de pro. Mais attention, pro signifie être compétent et non arrogant. Vous pouvez très bien montrer que vous avez un niveau supérieur tout en restant détaché et cool. Maintenant, je vais vous expliquer une autre astuce de communication concernant certaines femmes. Je pense qu'il y a pas plus... Allez, on emploie les mots. Je pense qu'il n'y a pas plus mauvais baiser qu'un mec qui pense être un bon baiser. Parce que le mec qui pense être un bon baiser, il pense justement, comme on l'a vu dans la vidéo d'avant, de Vince, connaître les femmes, avoir compris. Il n'envisage pas une seule seconde qu'à chaque fois, c'est des mots d'emploi différents, et qu'on peut, je sais pas, avoir donné beaucoup de plaisir à une partenaire un jour, et que l'année d'après, quand on a une autre partenaire, être complètement à côté de la plaque au premier rapport. Donc je pense vraiment, très sincèrement, qu'il n'y a pas plus mauvais baiser que les mecs qui s'affichent comme ça. Qui tenteraient de vous impressionner en communiquant sur leurs compétences sexuelles afin d'établir un rapport de force de supériorité. Montrez que vous appréciez les siennes, que vous êtes agréablement réceptif, mais ne montrez jamais que vous êtes impressionné. Salut Maria, Louis, merci pour l'abonnement, soit le ou la bienvenue sur la chaîne du coup. Dans la séduction, les femmes n'aiment pas les hommes inférieurs ou à égalité avec elles. Pour qu'un homme soit attractif... Et voilà, les femmes, elles sont, je connais que ce mot-là, elles sont hypergames, enfin bref, le discours habituel. Paraître supérieur à elles. Une des lois universelles de l'attraction, c'est que l'on n'admire pas ce qui est en dessous. Raccoon, je suis content que tu dis ça parce que je suis tellement d'accord avec toi. J'essaie de pas trop dévier sur la politique, sauf quand il s'agit d'aller choisir des cibles d'extrême droite volontairement, mais je suis entièrement d'accord avec toi, Raccoon. Ou au même niveau, on admire ce qui est au-dessus. Donc, un pro ne doit jamais être impressionné, c'est à lui d'impressionner. Et cette attitude contribuera à procurer un effet très attractif auprès des femmes. Une fois que vous avez confirmé que vous répondez mutuellement à vos attentes, ne passez pas votre temps à vous envoyer des messages de séduction et encore moins quotidiennement. La séduction se fait en face à face, pas par téléphone. Tellement pas d'accord avec ça. Oh non, vraiment, on est en désaccord profond avec ça. Le téléphone ne sert qu'à concrétiser les rendez-vous. Donc, comme le dit l'adage, battez le fer pendant qu'il est chaud, fixez un rendez-vous le plus rapidement possible, car plus le rendez-vous est loin, plus les probabilités pour qu'il soit annulé augmentent pour une multitude de raisons. Pour conclure cette vidéo, vous disposez maintenant de toutes les clés pour réussir votre fiche profil sur Tinder ou sur n'importe quelle autre application similaire. Vous savez comment optimiser l'impact de vos photos et de votre annonce pour être le plus attractif possible auprès des femmes qui recherchent du sexe. Bien entendu, laisser entendre que vous êtes performant est une chose, mais l'être véritablement est encore mieux. Car une autre des lois universelles concernant les plans cul, c'est que si vous n'avez pas convaincu votre partenaire au premier rendez-vous, celle-ci ne vous accordera jamais de deuxième chance. Donc si vous voulez vous assurer ensuite de fidéliser vos plans cul, direction mon site sex-elite.com. Allez, ça suffit Vincent. Ça suffit Vincent. Donc ces types-là, non contents d'être des boutiquiers à fond, hein, profitent de la misère affective, de la détresse des plus jeunes, pour leur vendre des formations absolument hors de prix, complètement aberrantes, dans lesquelles on n'apprend absolument rien. Donc je rouvre le site Sex Elite, mais je ne vous le montre pas à l'écran parce que c'est que du porno. Pour avoir une idée, il le met, hein. Une expérience de 6 ans, plus de 1400 conquêtes, hein, je l'ai. Hein. Il se fait appeler l'instructeur. L'instructeur, non mais le mec quoi. Ah, et ce monsieur, plot twist, a une vidéo qu'il a mis en lien sur son site internet, plot twist, sorti il y a un mois, qui s'appelle Néo-féminisme. Ces femmes dénoncent un mouvement ridicule et extrémiste. Ah, les cartes se dévoilent, ce type-là, il déteste les femmes. C'est pour ça qu'il les voit comme des objets, évidemment. Alors 1h05, hein, on va pas le voir. Enfin, vous voulez la voir 1h05, 1h05... on peut sortir le bingo, bien sûr, mais 1h05, quoi. Hein. 1h05, c'est long, hein. Si vous voulez, après, on peut se faire Red Pill Club un peu plus tard, Pascal Bruckner, Elisabeth Lévy et Valérie Giscard d'Estaing. Oh la vache. Le duo des enfers, le pur cauchemar. Stéphane Edouard, une autre fois, hein, on n'aura pas le temps. Amour et Mindset que vous m'avez commandé, mais 5000 abonnés, on va peut-être pas leur faire de la pub. Ah oui, c'est vrai qu'il fait 50 000 vues, ouais, il va falloir qu'on en parle. Vous êtes motivés? Vous voulez qu'on voit ce que ce type a raconté sur le néo-féminisme? On peut faire le début, hein, on peut faire le début pour voir s'il y a un truc, quoi. Ah, d'accord, il a Roxane avec elle. Je sais exactement, d'accord, je sais qui est Roxane. Je ne connais pas personnellement. Et je sais ce dont ils vont parler, du coup. Ouais. Ouais, ça peut être intéressant, effectivement. Ouais, ça peut être intéressant. Ok. Et je sais exactement ce dont ils vont parler, du coup. Ok. Ouais, donc on va avoir du discours profondément antiféministe, là. Sachez-le. Allez, écoutez, on lance. On va se le mettre en 1.5 parce que c'est pas un rapide. On va voir ça. Bonjour Perrine. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous inviter sur ma chaîne Vincent Body Expert pour parler du féminisme. On sait que c'est un sujet qui peut parfois être brûlant. Du coup, bingo, évidemment. Vous avez bien raison. Parce qu'on a déjà le néo-féminisme. Qui disait que ça? Faut que je me connecte. Ah, ça marche. Donc on a déjà néo-féminisme, idéologie féministe. Très bien, ça commence bien. Il s'appelle Body Expert.
Ah bah écoute, avec plaisir, Wifka, bah, c'est ce qu'on fait à chaque live en fait. À peu près à chaque live. Alors, tu as changé la grille, excuse-moi. Ah oui. Mais oui, absolument. Donc on a la couleur des cheveux, la remarque sur la couleur des cheveux. Les femmes sont faites pour faire des bébés. Les femmes veulent rester à la maison. Il y a eu des femmes de pouvoir dans l'histoire. Très bien, très bien. Là, déjà, c'est un peu plus... merci beaucoup, Papacino. C'est Papacino qui nous a fait tout ça. Hein. Homme, femme de grande valeur. Super, super. Tu as rajouté toutes les remarques. Les chiffres des viols sont faux, sont instrumentalisés. Très bien, superbe. Merci beaucoup, Papacino. Non, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Les femmes sont misandres. Très bien. Très bien d'avoir ajouté la misandrie. Merci beaucoup, Papacino. Eh ben, on y va. Avec certains clichés. Donc aujourd'hui, je viens donner la parole à des femmes justement pour démystifier tout ça, voir si certaines choses sont justes, sont fausses. Donc je vais m'adresser pour ma première question à Perrine. Vivez-vous en bonne harmonie avec les hommes ou au contraire, rencontrez-vous des difficultés avec? Qu'est-ce que vous aimez chez un homme et qu'est-ce que vous n'aimez pas chez un homme? Donc, vivez-vous en bonne harmonie avec les hommes? En fait, la question à l'échelle individuelle, elle est intéressante. Tu peux la poser. C'est intéressant, c'est plutôt la question à l'échelle collective. Comment se fait-il que collectivement, les femmes se méfient des hommes? Je parle de collectivement. Le groupe social femme qui se méfie du groupe social homme. Et en fait, c'est surtout ça qui est intéressant à analyser aujourd'hui. Pourquoi les hommes suscitent autant de méfiance auprès des femmes? Et quand on commence à se poser cette question-là de façon systémique et non plus individuelle, là on comprend ce qui se passe autour de nous. Là on comprend la prédominance du harcèlement de rue, du harcèlement dans les universités, du harcèlement dans les écoles, du harcèlement dans tous les milieux sociaux, du harcèlement dans toutes les catégories socio-professionnelles, du harcèlement chez toutes les catégories de la population, qu'elles soient immigrées, qu'elles soient françaises, etc. Là, on prend conscience de la réalité de la pédocriminalité, on prend conscience de la réalité de l'agression sexuelle, du viol, etc. Et là, on se dit, ok, il y a un truc collectivement à faire. Donc finalement, la question à l'échelle individuelle est toujours intéressante, parce que c'est toujours intéressant de demander aux gens, en particulier aux femmes, comment elles perçoivent le rapport aux hommes, mais quel que soit ce qu'elles nous racontent, en fait, si par exemple, on s'aperçoit que c'est une tradwife ou une pick-me girl, pardon, l'expression pick-me girl, elle est un peu sexiste, je la retire, mais vous voyez ce que je veux dire, en fait, ça ne peut pas invalider le fait social. Mais bon, voilà, c'est toujours bien d'avoir des femmes qui donnent leur avis là-dessus. Donc, son rapport aux hommes. Alors déjà, la première question, c'est est-ce que je me trouve plutôt dans ce monde en harmonie avec la gente masculine? Alors ma réponse est oui. Voilà, donc la réponse est oui. Donc tant mieux. Je veux dire, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Tant mieux pour elle, c'est génial. Enfin, je veux dire, c'est super qu'elle se sente en harmonie avec les hommes. En espérant que ce soit pas du déni, en espérant qu'elle n'ait pas subi trop de violence dans sa vie, etc. Mais ça n'invalide pas le fait que la catégorie sociale, femme, le groupe social femme, n'est pas en sécurité en France avec le groupe social homme, à cause de la masculinité toxique, à cause de la virilité, etc. Un discours individuel ne doit jamais nous empêcher de nous poser une question sur la réalité collective. Mais je suis très content qu'elle réponde ça, bien sûr. Je ne me sens absolument pas du tout oppressée, comme une victime. Mais très bien. Ouais, il y aurait une espèce de complot comme ça, fomenté par... Personne n'a dit complot, ça s'appelle un homme de paille, personne n'a dit que c'était un complot. Hein. Quand on parle de patriarcat, on parle pas de patriarcat comme d'un complot. Hein. C'est plutôt bien décrit le patriarcat. Et d'ailleurs, en sciences sociales, il est plus remis en question, hein, la réalité du patriarcat. C'est exactement ça. On va essayer d'être la liberté d'importuner pour les personnes qui ne savent pas de quoi il s'agit. Dimitrov fait référence à un article qui était sorti juste après MeToo en 2016, co-signé entre autres par Catherine Deneuve et d'autres, disant nous, on revendique la liberté d'importuner et d'être importuné par des hommes. Et là, on voit toute une catégorie très bourgeoise de la population, en fait, qui ne sait pas, en fait, ce que vivent les plus jeunes dans les lycées, dans les collèges, dans les universités, dans la rue, quand elles rentrent chez elles, etc. Un truc qui est complètement déconnecté de la réalité. Donc, personne n'a dit que le patriarcat était un complot. Et d'ailleurs, la notion de patriarcat, elle est réutilisée telle qu'elle, en sciences sociales, en anthropologie, par exemple, en sociologie, en psychologie sociale, etc. Elle est plus trop remise en question, quoi. Donc, tant mieux si elle ne s'en sent pas victime. Mais par contre, qu'elle n'aille pas dire que les féministes prétendent que c'est une théorie du complot, que c'est un complot orchestré par... Non, on comprend comment ça fonctionne, les mécanismes de domination. Et la réflexion qui a abouti à la conclusion du patriarcat, qui a été mise en avant par Christine Delphi, est une réflexion qui vient du marxisme. Vous savez que le mouvement de libération des femmes, il vient du FMA, le mouvement féministe marxisme et action. Donc il y a en fait un calque de la compréhension des rapports de force entre les hommes et les femmes qui provient de la compréhension de Marx des rapports de force entre bourgeoisie et prolétariat. Et donc voilà, c'est une conception complètement matérialiste des rapports de force qui est très intéressante, qui est considérée aujourd'hui comme vraie, qui n'est pas contestée. C'est pas un complot, d'accord? C'est quelque chose qui est étudié et qui est compris. Par les hommes contre ma personne et contre la féminité. C'est exactement ça, Naïs. L'expérience personnelle, je suis content qu'elles ne vivent pas l'oppression masculine au quotidien, ne peut pas empêcher la réflexion collective de se dire que aujourd'hui, les femmes ne vivent pas du tout en harmonie avec les hommes parce que les hommes les violent, les agressent, les harcèlent, etc. En règle générale, donc ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Ce que j'apprécie chez les hommes, eh bien, c'est tout simplement ce qui fait d'eux des hommes, en fait. C'est-à-dire ce que moi, je ne possède pas. En règle générale, on est attiré par ce qu'on ne possède pas. C'est d'ailleurs... Ah, une calvitie. Yes, j'ai toutes mes chances.
Le but de l'union, c'est la complémentarité. Donc chez un homme, j'aime bien un petit peu cette puissance virile, cette force, cette capacité à protéger, à pouvoir devenir un chef de foyer, un futur père, quelqu'un qui sera aimant, tendre, protecteur, qui pourra aussi canaliser moi mes défauts dans ma féminité aussi, hein. Tout comme moi, je pourrais canaliser. Ouais, voilà, vous vous rendez compte, hein, l'autodétestation, l'automisogynie, quoi. Elle est pas coupable de ça, attention, hein, d'accord, hein, elle est complètement victime de ce type de propos. Défaut de la féminité, tout ça, le père de famille. Donc on est dans une vision, ouais, tradwife, quoi. À savoir, le père de famille, il doit travailler pour apporter de l'argent. La mère de famille, elle se fait entretenir. C'est la façon qu'elle a de présenter les choses dans le milieu tradwife, mais c'est pas ça. C'est pas être entretenu en réalité, c'est être captif. C'est littéralement captif. Salut Atrice Parsoileux, bienvenue sur la chaîne. À savoir que si jamais une femme qui n'a pas de travail subit de la violence à la maison, elle peut pas partir. Elle ne peut pas partir. Parce qu'elle n'a pas les moyens financiers de partir. Et donc, en fait, elle parle, qu'est-ce qu'elle a dit là comme mot? Elle a dit entretenu, mais la réalité c'est captif. Vous êtes dans une famille où absolument tout va bien, ok, si c'est votre choix personnel, moi j'en doute, mais si c'est votre choix personnel de vouloir être simplement mère au foyer, très bien, formidable, on pourrait toujours questionner ce choix. Dans une société où le stéréotype sexiste produit une femme qui fait du travail domestique gratuit, au service des hommes pour que les hommes, eux, aient une vie à l'extérieur, on peut se poser la question, salut Maria-Louis, on peut se poser la question très sincèrement de la liberté, puisque c'est le stéréotype sexiste qui crée ça. Mais bon, voilà, elle est victime de cette vision-là, quoi. Analyser ses défauts à lui. D'accord. Et puis le but, c'est de pouvoir se transcender mutuellement dans l'union. Après, je pense que les défauts proprement masculins, justement, ce sont les défauts de leur qualité, c'est-à-dire d'être parfois, de manquer de raffinement, de subtilité psychologique, d'une certaine façon, d'être un petit peu bourrin, maladroit. Nous non, parce que nous on a vu les formations de Vince qui nous a appris à comprendre la psychologie féminine. Donc nous on n'est pas concernés par ça. On est bien. Un peu brut. Pas forcément toujours avoir ce sens du détail, du raffinement que nous les femmes on a un petit peu plus forcément. Après le tout c'est d'être capable de se comprendre et de surtout accepter en tant que femme que les hommes n'ont pas le même logiciel cognitif que nous, ils fonctionnent pas du tout de la même façon. Nous on a ce côté parfois un peu psychopathe à toujours partir dans des projections multiples, à se faire des milliers de films que eux les hommes ont des pensées quand même assez simples, assez binaires. Et voilà. Ah ouais, d'accord, oui, on en est là dans l'essentialisme là. Hein. Ah oui, là il y a un vrai problème là. Il faut être capable un petit peu d'utiliser notre empathie féminine pour nous mettre à leur place pour que les choses se passent. L'empathie féminine, quelle différence entre l'empathie féminine et l'empathie masculine compliqué là, ce début de discours. Hein. Je vais donner la parole à Roxane. Roxane, quelle est ton opinion à ce sujet? Alors Roxane, accrochez-vous, hein, je sais qui c'est, accrochez-vous. Tu vis en bonne harmonie avec les hommes ou au contraire, est-ce que tu les vois comme des ennemis? Justement, le terme harmonie est très très bien choisi. J'ai comme amis exclusivement des hommes et je me suis rendu compte que en général, ils avaient une plus grande diversité de centres d'intérêt que je retrouvais pas forcément chez la gente féminine. Je peine un peu à trouver des personnes qui s'intéressent aussi à d'autres sujets que la beauté, la maternité, la cuisine, etc. Intéressant ce qu'elle dit parce que évidemment je suis complètement en désaccord avec elle, c'est des bêtises qu'elle raconte. Sauf que du coup, qui produit ça? Qui produit comme modèle féminin dans la société des femmes qui doivent s'intéresser à la famille, qui doivent s'intéresser à la beauté, etc. Qui produit ça? Des entreprises publicitaires, la vision stéréotypée sexiste qu'on a tous de ce que c'est que les femmes et le genre féminin. Et donc en fait, deux possibilités. Soit du coup, comme elle a choisi de le faire, on s'exclut du monde des femmes parce que du coup elle s'y ennuie, soit on milite. Soit on milite et on dit le stéréotype sexiste, le stéréotype de genre, c'est néfaste. On n'en veut plus. Et donc on travaille pour ça. Mais bon, c'est facile de militer quand on a un mec, c'est beaucoup plus facile pour nous. Encore une fois, la lutte antisexiste pour les hommes, c'est pas du tout une question de vie ou de mort. Hein. Vous comprenez, nous, c'est quasiment une question d'intérêt qu'on voit de l'extérieur. On a un privilège inouï. Parce que demain, le sexisme est toujours présent, nos vies, elles changent pas, nous les hommes. D'accord? Et du coup, il faut se rappeler de ça, quoi. Donc c'est pour ça que moi, j'encourage surtout les hommes à créer des chaînes YouTube là pour parler du sexisme avec moi, là, à en créer massivement, quoi. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait en 2023 5 à 10 chaînes de mon public là qui s'ouvrent, quoi. Même si on en parle différemment, même si on n'est pas d'accord sur certains points, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on détricote ces stéréotypes, on en a besoin, quoi. Parce que du coup, ces discours-là, vous voyez, ils sont un peu tristes, quoi. Elle peut pas être amie avec des femmes parce que les femmes qui l'entourent ont pour seul centre d'intérêt de ce qu'elle décrit, en tout cas la beauté et la maternité. Bon, bah oui, bah c'est triste, mais nous on lutte contre ça, on lutte contre ces stéréotypes justement. Et Cerise qui dit, bah oui, on fait que parler de maquillage. Bon, bref. Et chez les hommes, je trouve aussi des standards. Alors ce qui est très intéressant, Dimko, c'est que imagine que tu as, par exemple, je te donne l'exemple qui est donné par Noam Chomsky. Tu as beaucoup d'esclaves qui se sont opposés à la libération des esclaves aux États-Unis parce qu'ils avaient la chance d'être dans des familles avec des maîtres qui les hébergeaient, qui les battaient pas, etc. Donc leur expérience individuelle, elle est importante à entendre. D'accord, on va pas leur dire oui, mais en fait on veut pas entendre ton expérience. Par contre, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le système de l'esclavage en lui-même est non moral?
Et donc là, la question qu'il faut se poser aussi, c'est est-ce que le sexisme dans la société en lui-même n'est pas moral? La question n'est pas de renier l'expérience de Roxane, bien évidemment. La question n'est pas de dire je rejette ce qu'elle est en train de dire. La question c'est de dire c'est pas parce qu'elle arrive à trouver des alternatives pour être bien dans une société sexiste, c'est ça mon discours à moi, qu'il va falloir que du coup on considère que le sexisme c'est bien. Tu vois ce que je veux dire? Que le sexisme c'est normal parce qu'il y a des concernés qui nous disent que elles vivent très bien dans ce genre de monde. Tu vois, c'est ça mon discours, en fait. C'est pas du tout de renier son expérience, Dimq. Son expérience, elle est unique, elle est très intéressante, je l'entends, et c'est pour ça que je disais au départ que c'est toujours intéressant de demander aux femmes elles-mêmes. Du coup, la question qu'on peut te poser dans ce cas-là, c'est est-ce qu'aujourd'hui, en France, les femmes sont contentes de la façon dont elles sont traitées par les hommes? Et nous, en tant qu'hommes, quand on commence à écouter les discours, on entend bien que non. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se dit, oui d'accord, mais c'est leurs expériences individuelles, donc on travaille pas là-dessus? Ou est-ce que nous, en tant qu'hommes, on se dit, ok, là-bas du sexisme, c'est les comportements masculins. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Ce qu'on fait de ça, c'est qu'on en parle. On en parle, on essaie de les détricoter, on essaie de travailler sur les stéréotypes, on essaie de travailler sur nos comportements violents, etc. C'est exactement ce que je fais sur ma chaîne. On essaye de parler de coach en séduction, on essaye de parler des discours anti-femmes, des discours misogynes, etc., de les détricoter et d'expliquer en quoi on peut changer. Et ça ne veut pas dire qu'il faut nier les témoignages des femmes qui en parlent, à l'évidence. Tu vois, elle est là, ma démarche. Après, si elle te convient pas, je peux tout à fait le concevoir. Hein. Mais bon, voilà, il y a un moment donné où moi je pense que les hommes, il faut qu'on se salisse les mains, quoi. À un moment donné, il faut qu'on aille sur le terrain du sexisme, pas du féminisme, ça ne nous regarde pas, mais du sexisme, et qu'on aille détricoter les discours des hommes, les discours qui vont produire en conséquence des femmes comme Virginie Vota, qui vont expliquer que en fait le patriarcat c'est plutôt une bonne chose. Parce que le patriarcat est une bonne chose, parce que ça va permettre aux femmes de ne pas travailler. Et nous, on est là pour dire, attendez, nous, on a lu quand même des récits des années 70, collectifs de femmes qui disaient, en fait, il faut qu'on sorte de ce stéréotype de la femme au foyer, parce que du coup, nous, on n'a pas de vie extérieure, on n'a pas de vie relationnelle. Et nous, on est obligé, en tant qu'homme, de dire, attendez, il y a quand même des écrits qui montrent que collectivement, ce modèle-là n'est pas un modèle qui satisfait les femmes d'une façon générale. Et puis, certaines veulent bosser, etc. Et du coup, voilà ma démarche, du coup. C'est un monologue de 2 minutes de ma part, excusez-moi. D'intérêts tels que l'histoire, l'économie, l'investissement, c'est des sujets que je ne maîtrise pas et c'est toujours dans ce que disait Perrine, il y a une complémentarité et je vais chercher ce que je n'ai pas chez eux. Et il y a des domaines où spécifiquement j'éprouve des lacunes et où je n'hésite pas à les consulter. C'est aussi peut-être pour ça qu'en amitié, je me rapproche plus facilement d'eux. Il y a aussi le fait que je me sens beaucoup plus libre avec eux. De parler un peu de tous les sujets. Je trouve que les femmes sont un peu plus susceptibles, mais ça va aussi avec leur plus grande... Et tu vois, voilà. Autre point, du coup, pour répondre à Dimq, puis après... tu as l'air d'avoir compris la démarche, super. Du coup, ce que je voulais dire, et puis on n'en parle plus, c'est que quand on entend quelqu'un dire les hommes ont telle qualité, les femmes ont telle qualité, les hommes ont... Merci Alexia. Les hommes ont une... Dimkiju, pardon. Les hommes ont une empathie masculine, les femmes une empathie féminine. Même si le discours est produit par une femme, il faut bien qu'on dise que c'est faux. Pour le coup, l'empathie, c'est l'empathie. Les limites de ces démarches, elles sont nombreuses. C'est-à-dire que du coup, moi, je vais pas trop sur le terrain du féminisme, donc j'essaie quand même de citer ces sources-là pour rester précisément sur le sexisme. L'autre problème, c'est que à part travailler sur des discours, en fait, si je m'en arrête là, je suis pas non plus si utile que ça. Donc, évidemment, j'ai beaucoup d'actions au quotidien. Hein. Je fais pas que le foilier. Mon engagement contre le sexisme, il n'est pas que sur la chaîne. Mais si ça se contente sur la chaîne, c'est du contre-discours. Donc, si tu veux, c'est une petite partie de la solution. Mais il faut aller sur le terrain, quoi. Il faut aller sur le terrain pour travailler aussi. Il faut faire de la rééducation auprès des hommes et il faut parler à nos collègues le plus souvent possible. Si on en a la possibilité, si on est une personne de confiance et qu'on a une pièce supplémentaire, il faut se rendre disponible pour des hébergements d'urgence pour des femmes qui subissent de la violence conjugale. D'accord ? Si vous avez une chambre en plus, il y a des associations qui manquent d'endroits. Voilà. Donc la plupart du temps, ils font pas appel à des hommes, mais bon, voilà, si on vous fait confiance, pourquoi pas. C'est tout ça, quoi, en fait. Donc le limite de la militance sur Internet, il est un petit peu le même. Mon travail, c'est de produire du contre-discours incel. Du contre-discours aux incels, du contre-discours aussi aux discours d'extrême droite, parce qu'ils sont souvent très similaires, parce que je suis très politisé également. C'est du contre-discours, c'est une partie du problème, je touche une toute petite partie du public. Mon objectif, c'est de faire en sorte que les gens qui vont taper Vincent Body Expert arrivent par mégarde sur ma vidéo, c'est pour ça que je vais mettre sa photo sur miniature, et que éventuellement les faire changer d'avis, éviter de les faire tomber dans des courants incel. Donc c'est des tout petits points, c'est pas forcément extrêmement utile, mais ça participe. Voilà, ça participe. Voilà, moi je trouve que c'est bien aussi. À mon échelle, je trouve que c'est bien. Merci pour ton message en tout cas.
émotivité. Et comme je suis un petit peu plus directe dans mes pensées, dans ma façon d'affirmer mes dires, j'ai moins de soucis à les poser avec des hommes qu'avec des femmes. Je rejoins vraiment ce que disait Roxane quand elle disait qu'elle avait beaucoup d'amis Masculin. parce que c'est vrai que les hommes, ils ont cet atout que les femmes n'ont pas forcément. Enfin, ils ont cette capacité à se décentrer d'eux-mêmes et à s'intéresser à des choses qui ne les concernent pas forcément, à s'intéresser au monde, à la politique, à l'actualité, à l'économie, à tout ce qui se passe autour d'eux. Alors que c'est vrai que les femmes ont cette tendance, généralement, je trouve, c'est à toujours un petit peu centrer leur intérêt sur elles-mêmes, leurs cheveux, leur bien-être, leurs lignes, leurs relations amoureuses, etc. Et on le ressent beaucoup dans les conversations. Moi, j'ai souvent été frustrée des conversations intraféminines qui étaient toujours centrées autour des mêmes sujets, c'est-à-dire les cancans, les relations, les amitiés, etc. Alors qu'avec les garçons, enfin avec les hommes de manière générale, il y avait quand même une émulation intellectuelle plus intéressante. Et il n'y avait pas ce côté aussi susceptibilité, comme tu décrivais, Roxane, qui peut parfois être un petit peu dérangeant. Ouais, c'est triste, c'est triste ce que le sexisme peut produire, quoi, ce que la misogynie systémique peut produire. Et puis du coup, bah là, on a une femme qui n'a pas d'amis-filles, ça peut lui manquer, je ne sais pas si ça lui manque, en tout cas. C'est un peu triste, c'est un peu triste. Oh, on s'en fiche pour ses sourcils, on va pas commencer à commenter le physique des gens qu'on regarde. Ouais, elles ont une vision des femmes qui est une vision héritée de la pensée misogyne masculine, quoi. De ce que les hommes se représentent comme étant des femmes, quoi. Oui. J'ai pas répondu, je crois, à la deuxième partie de question. Ah oui, tout à fait. Les critères justement d'attraction et de répulsion chez la jante masculine. Alors rapidement, mes critères, on va dire ce qui m'attire principalement chez un homme, c'est la solidité, la virilité. Et il y avait Perrine a aussi évoqué ce mot qui est la virilité. Donc pour moi, ma définition de la virilité, c'est mettre la bonne vérité, pas celle qu'on qualifie de toxique, enfin que certaines féministes qualifient de toxique. Pour moi, la bonne vérité, c'est la force qui est mise au profit des actions bénéfiques plus grandes, comme défendre la veuve et l'orphelin. Donc vraiment, c'est une qualité primordiale. Au moins, il y a une définition de la virilité avec laquelle on ne peut pas être en désaccord, vous voyez. Elle distingue la vérité de la vérité toxique. Mon avis, c'est que la vérité est un concept sexiste parce que c'est les hommes qui sont virils, les femmes qui sont féminines, et ça n'a pas vraiment lieu d'être. Mais voilà, au moins il y a une définition. Elle parle de force. Bon, pourquoi pas. Moi, je ne sais pas si les femmes sont moins fortes que les hommes. Je ne suis absolument pas sûr de ce genre de choses-là. Et bon, bah voilà, pour le reste, on prendrait ce discours-là, on l'écrirait, et puis on pourrait penser que c'est un homme qui le prononce, quoi, un homme un peu sexiste qui le prononce. Que je vais rechercher chez l'homme, c'est vraiment aussi bien une solidité physique et morale mise au profit du bien. Très bien, c'est une bonne définition. Voilà. Et après, il y a aussi un autre aspect qui est aussi très important, c'est l'aspect avoir un projet de vie, savoir maintenir un cap. Alors, intéressant ça, l'idée. Alors ça c'est très intéressant, c'est un truc dont je vous avais déjà parlé. Voilà, avoir des passions, savoir où on va dans la vie, avoir un projet de vie, pourquoi pas. Ça c'est des choses qui sont probablement très attirantes. Alors Miss PDD, si c'est toi qui voulais beaucoup, bah pardon, mais tu n'es pas la femme. Qui c'est qui avait dit une bêtise comme ça? Une femme qui avait dit moi je recherche des hommes virils parce que après tout on aura toujours besoin des hommes pour ouvrir des bocaux de cornichons dits au premier degré en plus. Je sais plus qui avait dit ça. Et oui, la vérité qui défend la veuve et l'orphelin, là on est dans une vision qui est effectivement hors du temps. On est dans une sorte de vision un peu fantasmée de la chevalerie bien sûr. Mais bon, bah écoute. Je veux pas forcément qu'un homme ait un projet de vie pour moi, j'ai envie que mon projet de vie rejoigne celui d'un homme, mais à partir du moment où justement par plusieurs compromis. Aucune idée, Nice. J'irai voir ça, je te répondrai au prochain live du coup. On s'est mis d'accord sur un projet. J'apprécie tout particulièrement qu'un homme ait cette volonté de puissance, d'aller au-devant de lui-même, de dépenser de l'énergie pour justement atteindre ce projet, même on va dire même utiliser son énergie pour le matérialiser. Donc ça c'est très important pour moi. Il y a aussi cet idéal que j'ai de l'honnête homme, enfin c'est ce que j'appelle l'honnête homme, qui est celui qui jongle très bien entre son esprit et son corps, donc mensana in corpore sano, comme on dit. Et donc ça c'est très important. Pour autant, donc ça c'est une qualité plutôt qu'on attribue à la féminité. J'aime bien aussi que l'homme soit capable d'affronter ses émotions et quand même une forme de sensibilité. Attention, pas de la sensiblerie. J'aime pas non plus qu'un homme, on va dire, chouine, fasse des ouin-ouin pour rien, mais qu'il ait une sensibilité certaine et qu'il ait le courage, parce que ça nécessite du courage d'affronter ses émotions. Pour moi, c'est une force, et parce que si un homme n'arrive pas à parler de ses émotions et à parler de ce qui va, ce qui ne va pas, c'est voué forcément à la stagnation, à l'échec. Parce que... Il y a plein de trucs dans son discours qui m'agacent, il y a plein de trucs qui sont bien. Dire, voilà, moi je recherche un homme qui soit à l'aise avec ses émotions, qui soit capable de les exprimer, qui soit capable d'être à l'aise avec ça. Bon, moi là-dessus je suis d'accord, mais il y a plein de trucs que j'ai laissé passer parce que la vidéo dure 1h05, on va pas tout arrêter. Mais là-dessus, je trouve que c'est un discours intéressant à entendre. Je trouve aussi qu'il y a beaucoup d'hommes qui s'enferment dans un mutisme parce qu'ils n'arrivent pas justement à verbaliser ce qu'ils ressentent. Donc ça, c'est aussi une qualité que je recherche chez l'homme, c'est la sensibilité. Et à l'inverse de ça, ce qui va vraiment me révulser, enfin le terme est fort, mais on va l'employer quand même. Il y aura un effet répulsif, oui. Voilà, ça va être le type d'homme un petit peu qu'on retrouve dans les clips d'Orelsan, l'homme qui est un petit peu dépité, déprimé, fainéant, là de vivre et qui s'écoute et se complaît dans sa médiocrité, qui n'a vraiment aucune envie d'aller vers l'avant, qui a complètement oublié et omis ses pulsions, on va dire, primaires et qui se laisse totalement aller à la paresse. Ou qui reste avec une attitude constructive. Ouais, ses pulsions primaires, qu'est-ce qu'elle entend par là? Moi je suis un peu gêné par ça.
Du coup, il y a... c'est le guidon. Je sais pas si les féministes ont des centres d'intérêt dits masculins. Je pense qu'il n'y a pas de centre d'intérêt ni féminin ni masculin. Mais en tout cas, il y a je ne sais pas combien de femmes qui ont des centres d'intérêt, très, très, très développés, quoi. Du coup, elle nous fait une sorte de faux dilemme quand elle dit Jab, j'ai plus de taf. J'espère que tu retrouveras rapidement. Effectivement. C'est-à-dire qu'en fait, soit on aurait des hommes qui assument leur virilité, machin, qui assument leur force, qui ressentent leurs émotions, je sais pas quoi, enfin, qui sont capables de les exprimer, soit on aurait une sorte de caricature présentée comme, d'après elle, par Orelsan, du mec un petit peu médiocre. Oui, enfin bon, il existe quand même toute une multiplicité. Je l'ai inventé ce mot, je suis pas sûr. De caractère, quoi. En tout cas, elle a été volubile dans sa réponse, quoi. Elle a donné des infos et des informations qui sont intéressantes. Salut Spoon. Certaines avec lesquelles je suis pas d'accord, mais bon. Ah, Clem, tu vas voir pour Roxane. Je vais vous laisser découvrir. Et on oublie aussi chez les hommes le cumul des péchés capitaux, parce que donc tous ceux qui sont du coup qui succombent très facilement à la paresse, à la luxure, à l'envie, etc. Bah ça me plaît pas. Il faut quand même un peu de retenue et de raison qui surplombent nos pulsions un peu naturelles. C'est bien, c'est excellent même. Les féministes aiment à dire qu'il faille déconstruire l'image de l'homme et que celui-ci doit libérer sa part de féminité. Que pensez-vous des hommes qui se féminisent? Alors, les personnes qui disent que le féminisme milite pour que les hommes développent leur part de féminité, sont-ils actuellement dans la pièce avec nous, Vincent? Les hommes deviennent des femmes et les femmes deviennent des hommes. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On n'a pas eu la biologie. On n'a pas eu ça. On n'a pas eu ça. Non, ça on n'a pas eu. Ah, on a quand même eu un peu les hommes qui dégagent de la force pour être complémentaires avec les femmes. Donc on a quand même un peu les femmes sont fragiles, quoi. On n'a pas ça, on n'a pas ça, on n'a pas ça. Les femmes doivent rester à la maison, on l'a pas. Les hommes, machin, plus pauvres, on peut plus rien dire. L'histoire, la couleur de cheveux, on n'a rien. On peut plus draguer, on n'a rien pour l'instant. Pour l'instant, on a une ligne qui semble se dessiner. Par leur comportement ou leur tenue vestimentaire, mais aussi les femmes qui copient des traits masculins. Je m'attendais un petit peu à cette question. Oui. Dès l'instant où les hommes vont perdre de leur masculinité, cette masculinité va glisser du côté des femmes, donc les femmes vont se viriliser, se masculiniser. Non, mais c'est incroyable d'entendre ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Les femmes vont se masculiniser, vont se viriliser. Ce qui est vrai, c'est que avec la lutte contre les stéréotypes sexistes, elle est pas nouvelle, hein. Ça, c'est vraiment pas nouveau. Avec l'ouverture du marché du travail pour les femmes, heureusement, il était quand même temps. C'est qu'aujourd'hui, pendant un temps, en fait, on avait une vision extrêmement stéréotypée de ce qu'était un homme, de ce qu'était une femme. On considérait que l'homme, en fait, son rôle, il était tout trouvé. Soit il récupérait le métier du père, l'affaire du père, il se mariait jeune, la fille appartenait au père, puis ensuite elle appartenait au mari. Les rôles étaient très stéréotypés, ils étaient caractéristiques. Et donc, si vous voulez, on avait une représentation sociale de ce qu'était un homme et de ce qu'était une femme, ce qu'on appelle le genre, qui était extrêmement clair. Ce qui était masculin, c'était on va travailler, on va gagner de l'argent, c'est nous qui faisons les travaux. Ce qui était féminin, c'était je reste à la maison, je fais la comptabilité de mon mari, je m'occupe des enfants. Et aujourd'hui, en fait, ces stéréotypes, ils ont un petit peu volé en éclats. Il en reste encore beaucoup, actuellement, évidemment. Ils sont quand même très présents autour de nous. Et aujourd'hui, bah voilà, on a tous les cas de figure. On a des hommes qui commencent à dire moi j'ai envie d'avoir un congé paternité, de plus en plus, à mon avis pas assez, mais ça commence à arriver. On a des femmes qui commencent à vouloir faire carrière avant d'avoir une famille, avant d'avoir des enfants. On a des hommes qui sont en train de se rendre compte que bah voilà, travailler 20 heures et être papa à mi-temps, c'est plutôt agréable. C'est très rare, hein, c'est très rare. Vous savez que c'est moins de 10% dans les couples des pères qui prennent le mi-temps ou le tiers-temps, 90% des femmes. Et donc voilà, toute cette conception qu'on peut avoir de ce que c'est qu'un homme socialement ou de ce que c'est une femme est en train de se modifier petit à petit. Et du coup, en fait, elle, ce qu'elle entend par là, et ce qui est pour moi une excellente chose, parce qu'on va laisser de plus en plus de liberté du coup aux hommes et aux femmes d'être un petit peu maîtres et maîtresses de leur destin, c'est qu'elle dit du coup les hommes se féminisent et les femmes se masculinisent. Non, pas du tout. Simplement qu'on est en train de faire éclater les carcans. La vision qu'on a pu avoir des hommes, en particulier dans les années 50 et 60, n'est plus la même que celle qu'on a aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que les hommes se féminisent. Ça ne veut pas dire que les femmes se masculinisent. Ça veut simplement dire qu'on commence à réaliser que tel sentiment n'est pas l'apanage des hommes ou des femmes, que telle profession n'est pas l'apanage des hommes ou des femmes, que tel comportement social n'est pas l'apanage des hommes et des femmes. Et ça participe à reconstruire une société. Et là, on a finalement un discours de réactance à ça, vous comprenez? On a un discours de réactance en disant « Ah ouais, non mais avant on savait bien ce qu'était un homme et une femme, et aujourd'hui on sait plus trop ». En fait, c'est presque une bonne chose qu'on sache plus trop. C'est presque une bonne chose que définir homme par le genre soit devenu difficile, définir femme par le genre soit devenu difficile. C'est très bien. C'est une bonne chose qu'aujourd'hui, dans notre représentation mentale, une femme n'est pas une mère au foyer. C'est une très bonne chose. Mais donc, il y a la réactance, il y a des personnes qui sont un peu perdues par rapport à ça, et qui ont l'impression que c'est de l'injonction, qu'on est en train de dire, un petit peu comme vous savez, Amélie Menu le dit, en train de dire,
Du coup, en fait, on m'a empêché de vouloir faire des enfants. On m'a empêché d'avoir des cheveux longs. On m'a empêché de m'épiler, etc. Le discours d'Amélie Menu, quoi. Donc voilà, on a un discours de réactance par rapport à ça, qui est très présent dans la bouche de ces femmes. Donc voilà, pour parler de néo-féminisme, il a choisi des femmes qui n'aiment à l'évidence pas les mouvements féministes, ou en tout cas qui peut-être ne les comprennent pas. Ou alors s'ils les comprennent, ne les apprécient pas, puis elles ont le droit de pas apprécier. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de jugement moral de ma part par rapport à ça. Merci Décibel. Et si les femmes perdent leur féminité, forcément que les hommes vont, eux, se féminiser. Le problème, c'est que les hommes ne sont pas faits physiologiquement et cognitivement pour porter la féminité, et les femmes, elles, ne sont pas non plus faites physiquement et Merci pour l'abonnement, Nicolasco, c'est adorable. cognitivement pour porter l'étendard de la virilité. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé, Vincent, ta vidéo sur le féminisme au cinéma, qui justement... Attendez. Attendez, excusez-moi. Excusez-moi. Parce que le petit Fred, il est gentil, il chouine comme quoi on l'aurait insulté avec pas du ring, c'est évidemment complètement faux. Mais si Vincent Baudy, expert, parle de cinéma et de féminisme, alors là... Alors... Ah bah ça va pas l'air évident, hein. Mais on veut la voir, gardez pas ça pour vous. Ah, le néo-féminisme dans les films d'action. 31 secondes sur TikTok. À mon avis, elle n'existe plus, cette vidéo. Illustre parfaitement ça, qui est qu'on essaie de présenter... Attendez, ils ont dit biologie, excusez-moi. Biologie a été dit, hein, je vous fais confiance. Hein. Parce que là, il y a un huissier qui vérifie qu'on coche pas pour rien, hein, d'accord? Attention, hein. Des femmes badass, viriles, qui sont capables de mettre des patates à des gars, ce n'est absolument pas réaliste. Et en plus de ça, on valorise la masculinité dans un personnage féminin, finalement. Ce ne sont pas les femmes qu'on met en valeur dans le cinéma en faisant cela. On revalorise finalement la force masculine, mais dans un personnage féminin, donc c'est complètement ridicule. Et pour revenir à ta question, le fait que des hommes se féminisent... Donc, Vous comprenez ce qu'elle dit? Ce qu'elle dit, c'est, en représentant des femmes qui ont des rôles qu'on attribuerait a priori à des hommes, on est en train de prétendre que c'est les femmes qui devraient porter la virilité ou qui seraient viriles, et dans la réalité, c'est pas la même chose. En fait, elle ne perçoit pas du coup un personnage comme une représentation un peu générale, quoi. Ce qui est intéressant quand on représente une femme dans un rôle dans lequel elle n'a pas eu l'habitude d'être, c'est que ça peut inspirer, je sais pas, des petites filles. Et typiquement, il y a des sportives qui racontent, en athlétisme, j'ai oublié leur nom, mais c'est deux relayeuses françaises qui expliquent avoir voulu devenir relayeuses, elles ont quand même été vice-championnes d'Europe, hein, parce qu'elles ont vu Marie-Josée Pérec à la télé. Parce qu'elles avaient une femme comme modèle. Et c'est la même chose quand on va décider de représenter une femme, je sais pas, qui fait des arts martiaux, ça peut donner envie à des filles d'aller faire des arts martiaux. C'est une excellente chose. Et elle, c'est pas comme ça qu'elle le perçoit. Elle le perçoit comme une menace, en disant, bah oui, ça participe encore à prétendre que les femmes, ce seraient des hommes. Vérité égale héroïsme, ça c'est une grande... c'est un grand leitmotiv qu'on retrouve chez Thaïs, en l'occurrence. Se féminisent déjà psychologiquement, c'est-à-dire qu'ils se revêtissent un petit peu d'une sensiblerie, c'est-à-dire qu'ils vont être un petit peu comme des paillassons déconstruits qui vont chouiner pour un oui, pour un non, qui ne vont jamais être capables de se remettre en question lorsqu'ils font eux-mêmes partie du problème quand ils ont des difficultés dans leurs relations sentimentales pour accéder aux femmes, par exemple. Un homme féminin n'arrivera jamais à créer l'union vertueuse avec une femme parce que... je suis convaincu que c'est tout l'inverse. Je pense qu'un homme aujourd'hui viril a beaucoup plus de difficultés qu'un homme que vous dites féminin aujourd'hui à rencontrer des femmes. Absolument convaincu de ça. Quand on regarde les études qui sont vraiment des études peu sérieuses, c'est pour ça que je vous les montre. Je peux vous les montrer parce que je les ai en favori, mais il semblerait que les qualités recherchées par les femmes soient avant tout des qualités de bienveillance, de gentillesse, de curiosité, de sens de l'humour, et je sais plus le cinquième. Donc je suis convaincu qu'au contraire, ce sont les hommes qui entendent ce que les féministes entendent par déconstruction. Déconstruction ne veut pas dire ne plus être un homme, pas du tout. Déconstruction veut dire sortir justement de la virilité toxique. Bonjour, Enflamméos. Du coup, je suis convaincu qu'elle se trompe là-dessus. Dans un foyer, on a besoin à la fois de la féminité et de la masculinité. Et il faut que, voilà, c'est ça, c'est complémentaire, mais il faut que ces attributs-là soient portés par ceux qui sont censés les porter, encore une fois. La doctrine actuelle de notre société... Je comprends pas parce que je suis tellement pas d'accord. Je vais faire une comparaison, je vais pas la faire. Si je vais la faire. Comme les personnes qui disent James Bond a toujours été blanc. C'est pas normal que ce soit noir parce que il est au service dans les services secrets anglais, machin. Non, la comparaison est pas bonne. Excusez-moi, la comparaison est pas bonne, je la retire. Oubliez que j'ai dit ça, c'est une mauvaise comparaison. Donc moi je vais l'appeler le wokisme, qui est plutôt du coup une doctrine, on va dire, de gauche, qui est prédominante dans notre société, puisque c'est véritablement... C'est fou qu'ils sont convaincus que le discours woke est le discours dominant. C'est incroyable. Je dis pas majoritaire, minoritaire, je sais pas, j'ai pas fait les statistiques. Je sais pas sur Twitter combien de comptes défendent ce qu'ils appellent le wokisme, il faudrait vraiment qu'ils le définissent un jour parce qu'on ne comprend pas ce dont ils parlent, et les comptes qui sont contre. Ce qui est sûr, c'est que... Ah, on a gauchisme, et c'est dedans. Ah oui, machin, c'est la gauche. Alors attendez, voilà, les gauchistes. Ce qui est sûr, voilà, c'est que les personnes qui tiennent des discours anti-woke, c'est qui ? C'est Blanquer,
c'est Darmanin, c'est Macron, c'est Valeurs Actuelles, c'est Le Figaro, c'est Le Point. Ce sont des discours dominants. Ils ne l'entendent pas. Ce sont des discours dominants. Alors le wokisme, à la base, woke, c'était un truc utilisé par les Afro-Américains. Je crois que la première occurrence du mot woke, on les a dans les années 30 par un chanteur de jazz, il me semble, mais il faudrait que je vérifie mes sources. Et à la base, woke, ça voulait dire rester éveillé, quoi. C'est une déformation de to be awakened, woke. Et être éveillé à quoi? Être éveillé aux discriminations que les Afro-Américains subissaient aux États-Unis. Et petit à petit, en fait, donc le mot woke a été complètement ressorti de la tombe, complètement exhumé autour des mouvements Black Lives Matter. Salut MKH, sois le bienvenu sur la chaîne. Et aujourd'hui, woke entend les luttes antiracistes, les luttes féministes, c'est to be awakened, c'est-à-dire, je crois que ça vient de awaken, éveillé, être éveillé à, il me semble, et pas aware comme Jean-Claude Van Damme. Et donc ça inclut, toutes les luttes sociales en fait, les luttes LGBTQ, IA+, etc. Voilà, c'est ça qu'ils entendent par wokisme au départ. La gauche qui détient les médias, il y a le pouvoir de la parole sur ces sujets-là. Ils sont beaucoup plus dans la glorification. Donc, Les médias sont woke. Alors là, les médias dominants sont woke. Vous êtes sûr de ça, Roxane? De la femme, on va dire masculine. Ils veulent faire en sorte que toutes les femmes aient des traits masculins. Et à l'inverse, ils veulent mettre à mort l'homme masculin. Je sais pas en fait ce qui lui permet de dire ça. Récemment, j'ai joué au deuxième jeu Horizon. Je suis pas un fan de la série, mais je me suis amusé une dizaine d'heures, puis j'ai lâché la manette. Et le personnage principal, Aloy, en fait, elle correspond aux critères un peu sexistes de la féminité. Et pourtant, c'est une héroïne ultra badass. Donc je sais pas, en fait, où elle voit, Roxane, que les femmes, quand elles sont représentées dans des rôles stéréotypés masculins, elles ne seraient pas féminines. J'ai du mal à comprendre ce qu'elle sous-entend. Et puis pardon, mais excusez-moi. Je vais vous montrer. Je me rappelle plus comment s'appelle cette actrice. Alors, comment s'appelle cette actrice? Allez, quand même, mettez le nom des acteurs. Je ne sais pas, peut-être que dans le chat, vous allez la voir. Mais excusez-moi, l'actrice qu'incarne 007 dans Daniel James Bond, mais quelle beauté! Enfin, je veux dire, elle est extraordinaire, quoi. Elle est, mais je sais pas, il y a un côté extrêmement chaleureux qui se dégage d'elle. Je trouve qu'en plus, elle joue remarquablement bien. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'elle raconte, quoi? Elle a été masculinisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Bah oui, on est toujours gentil avec Saza. Non, c'est pas James Bond, c'est 007 qui est interprété par une femme, pas James Bond. Et du côté, justement, de la droite, mais je trouve qu'on tombe tous les deux dans deux travers malsains. On va au contraire du coup glorifier l'homme masculin et mettre au prix les hommes féminins en les taxant très rapidement d'hommes, de faux hommes. Mais en plus, évidemment, mon petit chat, qu'il y a toujours un male gaze omniprésent dans le cinéma. Enfin, je veux dire, à l'évidence, quoi. Donc ça, c'est mon constat. Mais je pense que si la gauche plaide pour ce modèle de femmes viriles et d'hommes féminins, c'est parce que ils pensent que l'homme masculin est un homme, est un bourreau, est un criminel. Enfin, c'est vraiment les mots qui sont employés. Et moi, je trouve que c'est clairement abusif parce que encore une fois, oui, dans la gente masculine, il doit y avoir aussi, on va dire, des barbares. Absolument, c'est de la panique. Vous voyez l'incompréhension, quoi. Hein. L'incompréhension. Non, le discours des féministes et des gens qui militent contre le sexisme comme moi, c'est un discours qui est réaliste, quoi. C'est de dire la criminalité en France, elle est en grande majorité le fait d'hommes. Voilà. On dit pas que tous les hommes sont violents, on dit pas que tous les hommes sont des agresseurs, on dit que quand il y a une affaire de viol, c'est quasiment systématiquement un homme qui en est le coupable. C'est juste ça ce qu'on dit. On n'est pas en train de criminaliser les hommes, on n'est pas du tout en train de faire ça. Mais, et qui utilisent leur agressivité au profit des mauvaises causes, mais il y a aussi quand l'homme est civilisé, et ben un homme masculin peut être aussi très très bien. Je trouve qu'on tombe dans une caricature du côté de cette gauche, et malheureusement, on tombe dans la déconstruction de l'homme, mais du coup c'est la déconstruction de l'homme masculin. Et en fait, dans le mot déconstruction, c'est intéressant aussi de se pencher sur les mots. Il y a le préfixe dé, et dé c'est retiré. Ça veut dire qu'on prive de quoi? On prive de la construction. Donc, il se prive d'être construit. Donc, c'est-à-dire quoi? D'exister, de se créer une identité. Donc, moi, je l'entends vraiment comme ça. Mais non, déconstruire, ça veut pas dire se priver d'identité. Le mot déconstruire, on pourrait en discuter. Il est peut-être pas très bien choisi. J'en sais rien. J'ai jamais réfléchi au mot déconstruire. Ce qui est intéressant pour moi dans le mot déconstruire, c'est qu'il y a le mot construct. Il y a le mot construct, et pour le coup, il faut bien le dire. Oui, bien sûr qu'il y a un modèle de la masculinité en France. Bien sûr qu'il y a un modèle de la féminité qui est dragué dans un imaginaire collectif, par nos représentations mentales,
par les films qu'on peut voir, par les livres qu'on peut lire, par la façon dont les héros sont présentés, par la façon dont les héroïnes sont présentées. Magnifique film, La Nuit du 12, absolument raconte, je vous le recommande à tous et toutes. Donc c'est pas une question de supprimer, c'est pas une question de les détruire, c'est une question de se dire, est-ce que vous vous comportez comme ça parce que vous êtes naturellement comme ça, en tant qu'homme, ou est-ce que vous vous comportez de telle façon parce qu'on vous a éduqué à vous comporter de telle façon? Et typiquement, ça a été étudié je ne sais combien de fois, on en a déjà parlé tellement de fois, mais typiquement, on fait beaucoup moins la remarque à un petit garçon qui fait du bruit, qui court partout, qu'à une petite fille. Et donc la question qu'on se pose, nous ce qu'on se dit, c'est pas du tout qu'il n'y a aucune réalité biologique qui peut expliquer des différences de comportement. Ce qu'on se dit, c'est qu'il existe aussi de la réalité sociale. C'est ça le constructivisme. La réalité sociale produit du coup des individus. Si on apprend à des petits-enfants, à des garçons, que courir partout et crier c'est normal, ben, ils vont grandir en pensant que c'est normal. Et si on apprend à des petites filles à être timides et discrètes, elles vont penser que c'est un modèle, qu'il faut être timide et discrète pour pouvoir s'intégrer. Et c'est là que nous on parle de déconstruction. C'est là qu'on dit ça, ce sont des constructs sociaux. Il n'y a pas de raison biologiquement, il n'y a pas de raison hormonalement de considérer que les hommes se comportent de telle façon et que les femmes se comportent de telle façon. Ça peut expliquer quelques différences de comportement, mais ça ne peut pas suffire à expliquer la totalité des différences dans nos comportements. On ne peut pas considérer que le fait que la criminalité soit masculine, c'est exclusivement la faute de la testostérone, parce qu'on sait que c'est probablement faux. Donc voilà, il y a encore un homme de paille là. Et je trouve qu'on tombe vraiment dans un nouveau totalitarisme avec cette idéologie-là. Et aussi, quand on est trop pareil, on risque aussi de s'ennuyer, parce que comme le disait Périm, on attend que quelqu'un nous comble et vienne apporter ce qu'on ne parvient pas. Mais vous venez de dire, Roxane, que les femmes se virilisaient et que les hommes se féminisaient, que vous ne pouviez pas être ami avec des femmes et que vous êtes avec des hommes. Donc vous voyez bien que les hommes ne sont pas virils, vous ne sont pas féminisés, vous n'êtes pas avec des hommes féminisés, Roxane, vous le voyez bien. C'est de la panique. Pas à faire tout seul. Et pour moi, je vois plutôt ça, les relations hommes-femmes, comme un jeu de coéquipiers, plutôt qu'il faut qu'on se ressemble, qu'on soit tous pareils, qu'on fasse les mêmes tâches sous le beau nom d'égalité, parce qu'en fait, on va finir... Et voilà. Et donc là, par contre, elle tombe dans le sexisme. C'est-à-dire, il ne faut pas considérer que les hommes et les femmes doivent faire les mêmes tâches. Il est là, le sexisme. Et elle est là, la dérive avec le sexisme. Dire, par exemple, il y a des différences entre nos corps. Aucun problème, bien sûr, évidemment, je l'entends. Dire ces différences induisent des comportements, et donc... Il y a des tâches qui sont des tâches féminines, comme faire le ménage, comme s'occuper des enfants, et des tâches qui sont masculines, comme tondre la pelouse et faire du bricolage. Là, c'est du sexisme. Salut Salvescente, merci beaucoup pour l'abonnement. Sois Léo, la bienvenue sur la chaîne. Est-ce que tu penses qu'un homme peut avoir des atouts dans certains domaines que la femme ne peut avoir, et à l'inverse, que la femme va avoir des atouts que l'homme n'aura pas? Bah oui, mais je pense que dans certains métiers, l'homme sera avantagé de par sa force physique ou même sa mentalité qui a tendance à prendre plus de prise de risque. Et, Alors justement, la deuxième partie, je suis pas d'accord. La première, je suis d'accord. Oui. En moyenne, les hommes sont plus grands que les femmes. En moyenne, les hommes ont une masse musculaire légèrement plus développée que celle des femmes. Aucun problème avec ça. Donc, bien évidemment, que les hommes vont être avantagés dans certaines professions par rapport aux femmes. En revanche, la deuxième partie de sa phrase, du coup, les hommes vont prendre plus de risques. Mais ça, c'est pas de la biologie, ça, c'est du construct social. D'accord? Et c'est justement parce que les hommes prennent plus de risques qu'on va les retrouver majoritaires dans les accidents de la route. Et pourtant, dans l'imaginaire collectif, les gens disent femme au volant, mort au tournant. Vous voyez, dans leur imaginaire collectif, c'est les femmes qui conduisent mal. Il est là le construct social. Il est là le sexisme qu'il faut déconstruire. Salut Marguerite, donc tu me dis Margaret Mead a écrit un livre après être allée sur 2 îles en Océanie où les adjectifs féminins étaient attribués aux hommes et inversement dans une autre île. Je connais bien cette histoire. C'est de la qui? Je screen ça comme ça. Parfait. Je pourrais m'acheter le livre et je le présenterai sur la chaîne grâce à toi. Merci beaucoup, c'est une très bonne idée de lecture. c'est pour ça qu'on trouve aussi plus d'hommes dans les postes à haute responsabilité. C'est parce qu'ils ont moins peur du danger et c'est pas parce qu'ils privent les femmes d'y aller en fait. Je pense qu'ils ont... Oh Roxane. Ça a été démontré, ça, que les femmes subissaient une discrimination quasiment... Les femmes en âge d'avoir des enfants, donc je crois qu'ils prenaient la tranche d'âge 24 à 32 ans, parce que dans la tête des patrons, c'est 24 à 32 ans que vous avez des enfants, hein, pas avant, pas après, qu'elles subissaient une discrimination quasiment similaire à celle quasiment aussi importante des candidats qui avaient des noms arabes. C'est quasiment la même violence de discrimination. Donc en fait, après on peut pas dire, bah non, les hommes n'empêchent pas les femmes de faire carrière. Bah, quand même, il y a des réalités de discrimination d'embauche qui sont étudiées en sciences sociales qui montrent que c'est complètement faux, quoi. Une meilleure gestion du stress? Voilà, meilleure gestion du stress et aussi, bah, du coup, dans tout ce qui est les métiers. Oh, meilleure gestion du stress. Oh, alors là, moi en gestion du stress, c'est une catastrophe. Hein. Je suis dévoré par le stress au quotidien. J'en ai fait une dépression, hein, un trouble anxieux général, qui est un type de dépression. Ça m'a mis 18 mois de traitement pour m'en tirer. Quel enfer. Alors du coup, je dois pas être un vrai homme. Hein. Oh, bon, ça on le savait déjà. Hein. Je suis un homme gamma, comme vous le savez. L'armée, pompiers, policiers, tout ce qui engendre, on va dire aussi encore une fois un haut niveau de stress, parce qu'il faut y aller, par exemple, au corps à corps ou quoi, on va trouver plus d'hommes que de femmes.
Et qu'est-ce que tu penses des femmes qui font des métiers, on va dire des métiers d'hommes, comme dans la sécurité? Est-ce que tu penses que ce sont des postes? Est-ce que c'est adapté pour des femmes? Oui, ça peut tout à fait être adapté, mais encore une fois, ça va dépendre du profil. Si on a face à soi une femme qui fait 1m90, 85 kilos et qui va à la salle tous les jours, Il n'y en a pas oui, beaucoup, hein. il n'y en a pas beaucoup, mais si elle répond... On pourrait se poser la question pourquoi il n'y en a pas beaucoup des femmes qui vont à la salle tous les jours. Et là, on revient sur ce qu'on disait. Hein, de ce que Gaïs nous racontait, et me racontait à moi en particulier, qu'il a beaucoup de témoignages de femmes qui lui disent « Je ne vais plus à la salle parce qu'on m'emmerde, parce qu'on me harcèle sexuellement là-bas. » Là aussi, il y a une critique à faire, une critique sexiste à faire. On est la sororité des gamins. Critères, je vois pas pourquoi on l'en empêcherait. Il a 42 000 abonnés, hein, cet Antoine Goya chauve. Mais c'est Antoine Goya, hein, c'est juste Antoine Goya sans cheveux. Hein. C'est pour ça que vous le reconnaissez pas, hein, mais c'est complètement Antoine Goya, hein, d'accord. Enfin, il faut qu'elle y aille, si c'est son envie et qu'en plus elle en est capable et qu'elle fait bien son boulot, pour moi il ne doit pas y avoir non plus de restrictions. Serge, tu penses bien que c'est pas moi qui me vais moquer des chauves. Ça, tu penses bien. Alors moi j'ai rien à dire sur le sujet. Hein. Après, j'avais discuté aussi avec un ami de l'armée qui trouvait ça anormal. C'est ça, Spoon. Merci pour l'abonnement Green Mantis. Sois la bienvenue sur la chaîne. Merci beaucoup. Il y a des grilles d'évaluation différentes pour les filles et les garçons par rapport aux tests de sélection et même aux épreuves sportives. Et je le rejoignais assez dans sa vision. C'est vrai, Miss PDD. Et en fait, déjà, il trouvait que, que c'était bien, c'était plus... Est-ce que sans que je vous demande la moindre... Sans que je vous donne la moindre explication, et en comptant sur vous pour votre délicatesse, je vais vous demander d'envoyer un maximum de cœurs dans le chat pour Miss PDD, s'il vous plaît. Voilà. Ne posez aucune question. Avant de partir, Clem, vous m'envoyez un maximum de cœurs pour Miss PDD en ce moment, qui est très courageuse. Et effectivement, ça me coûte pas trop cher en parfum. Et je mets moi-même des petits cœurs Miss PDD, et je te trouve très courageuse, et t'es une héroïne. Et bravo pour tout ce que tu fais en ce moment. Facile aux filles d'avoir des bonnes notes que aux garçons parce que les barèmes déjà étaient plutôt on va dire simples, même en prenant en compte qu'elles aient un niveau entre guillemets inférieur aux hommes. Et dans ce cas de figure-là, lui, il aurait plaidé pour que la grille d'évaluation soit la même. Et l'argument majeur, c'était quand on est sur le terrain, il faut ce qui prime, c'est l'efficacité. Donc il veut pas interdire l'accès à l'armée aux femmes, mais il veut que vraiment il y ait des femmes qui soient vraiment solides. Au même niveau que les hommes. Au même niveau. Ce que je vous propose, c'est que nous, on aille à la fin du chapitre, d'accord, déconstruction de l'image de l'homme, on fera la suite une autre fois, égalité des droits, bon là, on va remplir le bingo complet, là, je pense. Comme ça, on pourra se laisser, parce qu'il faut que je parte vers 19h20. On pourra se laisser avec une dernière petite vidéo. Salut Kidakai, merci beaucoup pour l'abonnement, Swallow, les bienvenus sur la chaîne. Vous êtes très nombreux à vous être abonnés ce soir, je suis très touché de votre présence, merci beaucoup. Donc voilà, on finit ce chapitre-là. Oui, en fait, ils bouclent sur la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, ils bouclent sur un homme de paille, sur ce qu'ils ont compris de ce qu'était le féminisme, et ils bouclent là-dessus, quoi. Enfin, on est même test que les hommes, ils disent l'inverse, donc je sais pas qui croire, mais je pense que c'est toi qui as raison, du coup, Morgane, a priori. Hein. Oh, c'est adorable, Hello. Que les hommes. Il y aura toujours des femmes plus fortes que les hommes à l'armée, mais on... Je fais des lives un jour sur deux, à peu près. Là, j'ai 3 jours de libre, là, je reprends lundi. Du coup, il y en aura sûrement un demain, un samedi et un dimanche. C'est tout à fait possible. Ça m'arrive de faire des lives le matin. Ça dépend encore une fois. Voilà, juste pour le rappeler de mon état de santé. En fait, tout simplement, il y a des moments où je suis vraiment pas du tout disposé avec les traitements que j'ai à faire des lives. Donc, je peux pas trop prévoir les horaires. Ça dépend vraiment des journées. Je peux passer 6 heures dans une journée à être en pleine forme et 6 heures à avoir du mal à me déplacer. Donc voilà, tout dépend. Tout dépend des jours. Mais il y en aura probablement un sur les 3 jours. C'est la surprise, oui, c'est ça. Et je l'annonce sur Twitter une demi-heure avant en général. Il faut que dans les tests de sélection, ça soit les mêmes barèmes. Et pareil chez les bons clients. Alors moi, tout d'abord, je suis vraiment d'accord avec tous les points qu'a soulevé Roxane. Et justement, je vais résumer ça dans le paradoxe même du féminisme originel, en fait. Parce que historiquement, le féminisme, c'est quelque chose qui est né à peu près au 19e siècle, pardon. Donc ça fait partie des fruits pourris de la Révolution française. D'accord. Merci à Mary Wollstonecraft. Et merci à Olympe de Gouges. Merci Alexia. Attends, un truc pourri de la Révolution française. Ah mince quoi. Et les rares droits qu'elles ont acquis complètement cassés derrière par le code Napoléon. Enfin. Voilà, un jour on fera un live parce que c'est une des périodes de l'histoire française qui m'intéresse le plus, vraiment le plus.
un jour, on se fera un live sur les femmes de la commune. Parce qu'on m'a offert un super bouquin sur la commune avec tous les grands acteurs et les grandes actrices de la commune. Puis on ira voir un petit peu les femmes qui ont œuvré pour la commune, en particulier Louise Michel. Les lois qu'elle a pu proposer, qui sont des lois qui sont encore appliquées aujourd'hui, qui ont donné énormément de droits aux femmes qui n'en avaient pas. Donc voilà, hein, dire que le féministe, historiquement, c'est des merdes post-révolution française, bon. Soi. Et donc, suite à la Révolution française, on a eu une espèce un petit peu de contestation féminine où ont émergé deux formes de féminisme. Et on a eu le féminisme différentialiste, et donc ça, je pense que c'est le féminisme dont Roxane et moi, on se revendiquerait, puisque Un féministe différentialiste, moi qui suis sacrément érudit sur la question, je ne sais pas ce que c'est. J'ai jamais entendu parler de ça. c'est un féminisme où, justement, on prône les différences entre les hommes et les femmes. Alors, qui sont celles que je corrige si jamais il y a une incompréhension là? Qui sont celles qui sont des différentialistes? Part du principe que chacun a ses spécificités, ses qualités et ses défauts respectifs, et qu'ils sont faits pour se conjuguer ensemble, s'agglomérer dans une union complémentaire et vertueuse. Et l'objectif donc de ce féminisme différentialiste, c'est de revaloriser un petit peu ce qui est intrinsèquement féminin. Et toi, Roxane, justement, tu disais que ce serait peut-être Je sais pas de quoi elle parle. Ah, vous avez fait la commune en histoire. Tu es en licence ou en master d'histoire ou encore au lycée peut-être, Maria? Ou Louis? bien de revaloriser un petit peu l'empathie. Ah oui, non mais la commune c'est... Ah, moi si je m'écoutais, le programme d'histoire collège lycée serait que la commune. Hein. Ça a commencé à se voir, je suis un gaucho quand même. Je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est que... On fera un live si vous voulez sur la commune. Si vous voulez, on fera un live. Ça vous intéresse? Bah, il me semble aussi, Dina. Il me semble aussi que c'est, du coup, pas vraiment du féminisme dont elle parle. Donc si vous voulez, on se fera un live et puis je prendrai ce bouquin, je prendrai 20 femmes célèbres et puis on lira un petit peu. On lira ensemble, ce sera juste de la lecture ensemble. Et bah pourquoi pas dans le week-end, un des 3 jours, on parlera de la commune ensemble. C'est une très bonne idée. Dans une... Bien sûr, et bah, ce que je te propose, c'est qu'il y a des vidéastes qui ont beaucoup mieux parlé de la commune que moi. C'est que dans la première partie de la vidéo, nous, on regarde un résumé de ce qu'a été la commune, d'accord? On va se faire une vidéo d'une demi-heure, on ira voir, je sais pas, un nota bene, un truc comme ça. Et puis ensuite, une fois qu'on aura bien reposé les bases de la commune, qu'on ait bien compris l'histoire des canons, etc., de ce qui s'est passé dans tel ou tel quartier, dans telle partie de Paris. Salut, Fares Fox Trader, soyez la bienvenue sur la chaîne, avec un petit Zemmour qui réfléchit à côté. il est pas chez lui, là, Zemmour. Et une fois qu'on aura fait ce rappel, on lit ensemble et puis on parle des grandes figures féminines de la commune qu'on a complètement oubliées, qu'on ne connaît pas. Société effectivement qui a eu l'habitude de prôner pendant des générations et des générations les vertus viriles, donc c'est-à-dire l'homme guerrier, la force, la capacité de faire le politique, de bouleverser les civilisations, de les transformer, etc. Mais on a aussi cette féminité qui est tout aussi importante et vertueuse et nécessaire dans nos sociétés, surtout aujourd'hui. Et il serait peut-être bon de revaloriser cela, en fait. Donc, c'est-à-dire nos qualités comme la douceur, le raffinement, l'élégance, le goût pour le beau. Mais la douceur, je sais pas, qu'est-ce qu'elle a dit? L'élégance, c'est superbe qualité, effectivement. Et du coup, ce serait vraiment bien qu'on arrête de les sexiser de cette façon-là. Et qu'on considère que n'importe qui devrait être doux en fait avec l'autre, que la violence n'est jamais une solution, que la force physique n'est pas à destination de contrôle de l'autre, etc. Notre capacité à prendre soin, donc comme Roxane disait, le care, notre manière de gérer un foyer, de prendre soin de notre homme, de nos enfants, d'enfanter, même déjà tout simplement, d'éprouver l'amour maternel, de nous intéresser aussi aux sciences hygiénistes, d'avoir ce côté un petit peu guérisseur. Ah ouais, non mais les pétroleuses c'est un collectif. Ah, merci Anaïs d'en parler, super idée d'en parler, je vais le mettre de côté, et je ne manquerai pas d'en parler quand on parlera à la commune ce week-end, ouais. Ouais, merci beaucoup parce que je n'y aurais pas pensé, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas lu leur production. Merci beaucoup, très bonne idée. Ah, tu verras, la commune, c'est un événement extraordinaire de l'histoire française, vraiment très très intéressant. Bon, on a compris ce qu'elle racontait, en tout cas. Ah, bah écoute, si un jour elle a envie d'en parler sur la chaîne, elle est la bienvenue, je lui laisse l'antenne le temps qu'il faut, le temps qu'elle veut. Elle peut parler 2 heures si elle le souhaite, c'est tellement intéressant, enfin bref. Qu'elle n'hésite pas. Si jamais un jour elle veut venir en parler sur la chaîne, en live ou en privé, si elle préfère, enfin en privé, je veux dire en différé qu'on diffuse un petit peu après, si c'est moins impressionnant pour elle, elle est vraiment la bienvenue. Alors là, je serais absolument ravi de lui laisser la parole le temps qu'elle le souhaite, avec les invités qu'elle souhaite. Ce serait absolument passionnant. Donc, quelle heure il est? Ça passe vite, on a fait que 2 auteurs finalement, hein, de vidéos. Donc, ce que je vous propose, on va se retrouver vendredi, samedi et dimanche, probablement les 3 jours. On a tellement à voir là que je vois pas très bien. Ouais, le programme est quand même lourd. J'ai plein de trucs que j'aimerais vous montrer. Est-ce qu'on a des... Qu'est-ce que je suis en train de faire? Voilà, je suis au bon endroit. Enfin,